Mme Marois le sait. Elle sait que si elle organise les assises d'un État, elle construit l'État, que le reste du Canada va le reconnaître, les États-Unis vont le reconnaître. Elle le sait. Elle le sait. Les autres se demandent qu'est-ce que c'est qu'ils vont demander, qu'est-ce que c'est qu'ils vont dire, etc. Occupez-vous pas de ce qu'ils vont dire, occupez-vous de ce que vous allez dire. Oui. Fait que, elle a compris. Les rois, voir comment ça se passe à l'interne, autant au niveau politique, syndical, communautaire, étudiant. J'ai rencontré M. Sauvé parce que bon, il avait fondé un groupe pour la défense du Québec qui se rencontre régulièrement. Puis je l'avais trouvé très, très intéressant, donc je l'ai approché. J'y ai fait visionner un épisode de la série Bon Cœur le Cirque qui a été créé par Luc Dionne, puis diffusé en 2002 à Radio-Canada. Puis on a visionné ensemble un épisode, puis là, bon, ça lui a fait penser quelques affaires. Puis il va vous parler, entre autres, comment ça se passe, comment apporter des modifications à l'État, comment procéder, c'est quoi les meilleures stratégies. Je pense qu'il est plus qualifié que moi pour se présenter lui-même et parler de toutes les choses qu'il a faites. Mais c'est lui, entre autres, qui, en 1976, avait remis les plans d'invasion du Québec par Ottawa, advenant un référendum gagnant, et qui a fait face aux généraux et à l'état-major. Donc, c'est quoi les outils qu'il avait parce qu'à la limite, il aurait pu faire 40 ans de prison, il aurait pu avoir des conséquences, mais il était préparé à la chose. Donc, c'est comment il s'y est pris, comment il a procédé. Puis nous, là-dedans, c'est quoi notre responsabilité en tant que citoyen pour soutenir des différentes personnalités publiques dans leur travail, puis comment nous-mêmes, on peut apporter des changements dans ce qu'on vit. Donc, je lui cède la parole et ça me fait très plaisir qu'il soit là. C'est un grand honneur. J'ai pas l'air d'un officier de l'armée. J'ai perdu le look, comme on dit. Vous savez, l'uniforme, spiffé, arrangé, etc. Ça fait un bon bout de temps que j'ai quitté. Ce que je veux vous expliquer assez sommairement, parce qu'on n'a pas de temps, c'est la fonction de l'état-major dans l'armée. L'état-major, c'est la bureaucratie militaire. Aucune organisation ne peut fonctionner sans une bureaucratie. Toute bureaucratie politique, par exemple, les services extérieurs ont leur propre bureaucratie, les différents ministères ont chacun leur bureaucratie, une compagnie d'assurance a sa bureaucratie, l'armée aussi a sa bureaucratie, on appelle ça l'état-major. Maintenant, qu'est-ce qui se produit de particulier dans un état-major? Une organisation pyramidale. Au sommet, il y a le ministre de la Défense, il y a le général en chef, et puis à la base, il y a les soldats. Entre le sommet et la base, il y a des cadres moyens. Et dans l'armée, le cadre moyen, c'est le capitaine. Correct? C'est pas le général, c'est le capitaine. Parce que sur le champ de bataille, l'officier qui conduit directement les troupes au combat, qui lui-même d'ailleurs se fait tuer autant que ses hommes, ce sont les capitaines. Et puis, dans l'état-major, le capitaine est entre le bas, c'est-à-dire l'organisation en bas, et puis le ministère, de sorte qu'il est placé entre la politique, entre les lois écrites, et puis entre les faits réels tels qu'ils se présentent. C'est ça la différence. Et moi, j'ai été capitaine, comme ça, mais quand je suis jusqu'à ma retraite, j'ai été capitaine à peu près 11 ans, 12 ans. Je devais être promu colonel et général, mais lorsqu'on a su que j'étais membre de l'Alliance laurentienne, la première organisation pour l'indépendance du Québec,
Lorsqu'on a su que j'ai travaillé avec André d'Allemagne au RIN, et lorsqu'on a su ce que j'ai fait, eh bien, on ne m'a pas mis à la porte. Et vous allez comprendre pourquoi. On ne m'a pas mis à la porte, on ne m'a pas sanctionné, on ne m'a pas arrêté, on ne m'a pas mis en prison, rien de ça. Seulement que on m'a donné, alors l'âge de la retraite, on m'a donné un petit banquet bien organisé, et puis on m'a fait un cadeau. Ça, c'est le moment où je quittais le service. On m'a fait un beau cadeau. On m'a dit en anglais, Marcel, open it. C'est un cylindre de papier brun. Alors, je l'ai ouvert, je l'ai sorti, c'est un drapeau canadien. Et là, on me tenait solide. Si je l'accepte, je perds la face comme Québécois. Si je le refuse, je suis encore officier gradé, je suis encore officier commissionné, je commets un crime de lèse-majesté. Alors, mes petits démons intérieurs, parce que j'en ai beaucoup, m'ont dit quoi faire et quoi dire. Quelque chose de réellement méchant, de réellement malin. J'ai pris le drapeau, je l'ai levé d'un geste solennel devant moi, puis j'ai dit, en anglais pour être bien compris, I accept the surrender of your flag. J'accepte la reddition de votre drapeau. Bon. Ça veut dire, ça veut dire en politique, ça veut dire, en fin de compte, lorsque vous avez perdu la guerre, vous remettez le drapeau, vos drapeaux à l'ennemi. Alors, eux m'ont remis leur drapeau et j'ai dit, je l'accepte. Et ils ont compris le sens. Hein? Ils se sont mis à crier, à hurler, ils auraient voulu me reprendre. Ils ne savaient pas que je savais. C'est ça qui est la différence. Maintenant, pour le travail de l'état-major, l'état-major occupe 4 fonctions principales. La première, c'est le renseignement. On ne parlera pas de renseignement. La deuxième, c'est la conduite des opérations. La troisième fonction, c'est le personnel. Et la quatrième fonction, c'est la logistique. Et au-dessus, il y a un chef d'état-major qui coordonne les opérations. Moi, j'étais occupé, ma fonction, c'était le personnel. J'avais à m'occuper des conseils d'enquête, qu'on appelle. Lorsqu'il arrive un incident, il arrive un accident, qu'il arrive n'importe quoi qui attire l'attention, un accident d'avion, accident de bateau, accident sur les chantiers, il y en a tout le temps. Nous étions chargés d'administrer à peu près 85 000 soldats. Alors, il y en arrive des choses dans une journée, dans une semaine, dans un mois. Alors, il faut faire une enquête pour déterminer ce qu'il y a lieu de faire. Et moi, j'étais l'expert dans ce genre d'enquête-là. Pas que j'ai toujours fait ça, mais j'ai toujours été obligé d'en faire un moment ou un autre. Alors, c'est moi qui les ordonnais, qui les faisait suivre, et puis qui les faisait prendre des décisions, par exemple, modifier un camion, modifier un Jeep, par exemple, se débarrasser d'un canon parce qu'il est trop vieux, et puis il est plus dangereux pour le tireur qui s'en sert que pour l'ennemi en face. Ça arrive, ça. Il y a des mitrailleuses, puis il y a des carabines qui sont plus dangereuses pour le soldat qui attire que pour l'ennemi qui va le recevoir en face, parce que ça n'attrape pas. Alors donc, j'avais ça. La deuxième chose que j'avais, c'était les cours martiales, les tribunaux militaires. C'est moi qui avais la tâche là, de recevoir, en fin de compte, là, le rapport de la police, le rapport des enquêteurs, et de déterminer s'il y avait lieu de traduire quelqu'un en cour martiale. Et je ne le faisais pas facilement, parce que c'est quand même grave, une cour martiale. Et puis, j'avais, une fois que les tribunaux avaient siégé, on m'apportait le document au complet, c'est-à-dire 120 pages de texte, qui avait été sténotypé pendant la cour martiale, et je devais analyser au complet et décider de la sentence, enfin, confirmer ou infirmer, ou casser la sentence carrément. La troisième chose que je devais m'occuper, c'était des griefs. Ça, les gens ne savent pas, la majorité des militaires ne savent pas dans l'armée qu'ils ont le droit de présenter un grief, de dire, en telle circonstance, etc., etc., j'ai été exposé à, on m'a fait une injustice, et puis de le faire sortir, en fin de compte. Alors, j'ai aidé plusieurs militaires, même à sortir, à se tirer de leurs griefs. Et puis, j'avais eu, je peux vous donner un cas, par exemple, c'était le cas d'une femme capitaine, qui était infirmière, et dont la supérieure, sa commandante, lui avait fait un très mauvais rapport. Alors, elle vient me trouver, et elle me dit, elle était toute déboîtée, évidemment,
Et puis elle me dit, ben qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je dis, attends une minute, là. On va commencer. Est-ce que c'est qui a été écrit dans le rapport? Elle dit, je ne le sais pas. Tu le sais, mais tu ne le sais pas que tu le sais. On va passer au travers, là. Alors, ben, elle a dit si, correct, on va prendre ça. Elle a dit si, elle t'a accusé ou elle t'a blâmé pour une chose ou une autre. Est-ce qu'elle t'a prévenu verbalement et par écrit, comme prévu dans la loi? Quand on reproche quelque chose à quelqu'un, on lui donne verbalement, et puis après ça, on doit lui donner par écrit. Elle dit non. D'autres, non. D'autres, non. Bon, ben, elle n'a pas suivi ni le règlement, ni la loi. Alors, dans ce cas-là, tu peux faire un grief, je vais t'aider à le rédiger, et puis tu l'envoies. Et puis, effectivement, le rapport a été cancellé et l'infirmière a été postée dans un autre endroit. Et les cours martiales, je peux vous en donner une, parce que je vais vous donner quelques cas comme ça va peut-être être plus vivant. Il m'arrive une fois une grosse cour martiale, un caporal qui avait 11 ans de service, aucune accusation, rien de ça, et qui est condamné à être mis à la porte, littéralement jeté dehors du service pour l'offense qu'il avait commise. Bon, qu'est-ce qu'il avait fait de si grave? Ça s'est passé à Saint-Hubert, proche d'ici. La base maintenant est fermée. Qu'est-ce qu'il avait fait de si grave? Ben, il a pris du matériel de construction. Et c'était du matériel de construction qui était destiné au rebut. Vous savez, sauf que, technicalité de la loi, tant que le matériel est à l'intérieur de la base, il appartient au ministère de la Défense. Et s'il voulait se servir et prendre le matériel comme un rebut, il fallait qu'il attende que ce soit rendu de l'autre côté de la clôture. Simple technicalité. Mais il ne l'a pas fait, il l'a pris pendant que c'était à l'intérieur de la clôture. En même temps, je suis fermé, moi, c'est stupide au dernier degré. Et puis, il a été condamné à être cassé. Alors là, je regardais, et puis j'ai écrit, parce que le général en chef prend seul la décision de confirmer ou d'infirmer ou de casser une sentence. Alors, j'ai envoyé un mémo au général, j'ai dit, si on accepte cette sentence-là, qui est une injustice, je n'ai pas marqué injustice, parce qu'il faut faire attention à ces mots, il va en résulter une démoralisation à peu près totale de toute la base, de tous les militaires dans le Québec et même de toute l'armée. On ne pouvait pas techniquement, étant donné qu'il était coupable techniquement parlant, on ne pouvait pas casser complètement la sentence. Alors, là, j'ai recommandé au général de la réduire à 100 piastres d'amende. Pas plus que ça. Et puis le militaire était gardé, intégré dans le service, etc. Évidemment, il était content. Mais le juge, quand il a vu ça, il m'a appelé. Insulte, bêtise, d'insulte, n'importe quoi. Ma foi, on était à l'avant-veille de Noël. Et il me dit, à part de ça, vas-tu lui envoyer une dinde pour Noël? J'ai dit, arrange-toi avec tes problèmes. Il y a des prix, c'est final. J'en ai une autre, pour vous donner un exemple du genre de cas qui nous sont présentés et de l'importance du travail, du cadre moyen dans un état-major. Et ça vaut pour tous les autres ministères. J'ai constaté, pour prendre une diversion, j'ai eu plusieurs fois misère avec Revenu Québec. J'ai constaté qu'il n'y a personne à Revenu Québec qui se donne la peine d'examiner les cas qui se présentent, d'en référer au ministère et dire la loi telle qu'elle est formulée ne peut pas fonctionner parce qu'elle provoque des réactions, elle provoque des violences, elle provoque des refus, et puis en plus de ça, elle provoque la fuite des capitaux. Ça, je n'ai pas vu ça. Alors, mais c'est la fonction de l'état-major quand même de faire ce travail-là entre la politique, entre les lois, puis entre la réalité qui est en bas. Alors, cette fois-là, qu'est-ce qui était arrivé? C'est un jeune pilote qui avait été envoyé suivre un cours de pilote d'hydravion à Toronto. Le ministère de la Défense avait donné un contrat à une école où on apprenait à piloter des avions, des hydravions, dans les îles de Toronto, ce qu'ils appellent les Toronto Islands. Et puis l'instructeur lui a donné sa certification. Alors le dimanche suivant, toujours sur son temps d'exercice, c'est-à-dire le temps du ministère,
Alors, il s'en va faire un exercice seul, il embarque son père avec lui. Il monte, en montant, il fait une fausse manœuvre, l'aile de l'avion touche, l'avion se désintègre, le jeune homme est tué, puis son père avec. Le commandant de la base a décidé que le jeune homme était à blâmer pour l'accident. Ça, c'est grave, ça. Parce que ça veut dire qu'il perd tout son fonds de pension, il perd ses assurances, il perd les revenus, en fin de compte, ce qu'on doit. Alors, en plus de ça, il y a un mauvais nom. On ne peut pas lui donner de funérailles officielles, etc. Alors, je suis revenu, puis j'ai dit, un instant, il était responsable de l'appareil. Maintenant, s'il n'avait pas encore la compétence pour être capable de décoller l'appareil, le tenir en l'air, tandis que des coups de vent s'en viennent, c'est le mouvement le plus difficile, ça, comme à l'amérissage, hein, pas l'atterrissage. Alors, c'était à l'instructeur de dire, ben, tu vas avoir besoin de 5, 6 heures, 10 heures de plus. Avec l'instructeur, j'ai moi-même appris à piloter et j'ai toujours eu un instructeur chaque fois que je n'étais pas sûr de ce que je faisais. Bon, alors le commandant insiste. Non, il est à blâmer, un point final. Alors là, je suis allé voir le général, j'ai écrit un petit mémo parce que dans une administration, dans une organisation, si vous voulez, une bureaucratie, il faut savoir écrire. Et une foule de gens, même s'ils ont fait l'université, ne savent pas écrire. Écrire, ça veut dire d'abord savoir mettre les faits en place, à telle date, à tel endroit, comme ça, on a mis ses produits, etc., 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 puis raconter tout ce qui entoure les faits. Alors, je l'ai fait, je suis revenu au général, puis j'ai dit, ordonnez votre ordre, c'est-à-dire que j'ai même préparé le général du Farnier, lui s'assied avec sa pipe, puis il signe, et puis c'est final. Puis s'il n'entend pas parler de rien, bon ben là, JRM Sauvé, c'est un bon officier d'état-major, hein, on le garde. Fait que, alors j'ai dit, s'il est blâmé, dans ce cas-là, il était responsable au contrôle de l'appareil, mais il ne peut pas être blâmé. Alors là, le général a ordonné au commandant de changer son verdict. Le commandant était obligé de changer son verdict. Il savait que j'étais en arrière de la décision du général. Il aurait bien voulu me prendre et m'étrangler, parce que j'allais contre lui, mais comme je suis assez robuste, vous savez, je me fais toujours respecter, ou je l'étais en fin de compte, parce qu'aujourd'hui, j'approche 80, et mais il m'en reste encore. Alors, c'est un autre cas, ce qui a été cassé. Un troisième cas, parce qu'il y en a eu un paquet, je pourrais vous en parler pendant des semaines. J'ai fait ça pendant des années, j'étais 28 ans dans le service. Un troisième cas, c'était plus cocasse. C'était sur un bateau de guerre, et puis quand les bateaux de guerre sont en rade, là, eh bien les matelots, à un moment donné, on décrète pendant une journée que les matelots et les officiers peuvent recevoir de la visite à bord du bateau. Bon, correct. Un jeune officier avait entendu parler qu'il y avait une madame de réputation internationale célèbre, elle s'appelait Xaviera Hollander. C'était la plus grosse organisatrice de bordel au monde. Et puis, elle avait le jeune officier, pour montrer fin, il la trouve dans son hôtel, il l'invite à embarquer sur le bateau, dans le mess des officiers, etc. Et puis, naturellement, le capitaine passe, il la présente au capitaine. En autant que je suis concerné, c'est une banalité sans importance. Bon, et puis elle a quitté le bateau pas longtemps après. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait un journaliste sur place. Le journaliste a photographié le capitaine au moment précis où on voyait ses grades, là, en train de donner la main à la madame. Ben oui, mais il faut être poli dans la vie, voyons donc. Alors, là, tout de suite, ça a fait une histoire à tout casser. Puis ça s'est tombé sur ma table. J'ai pris le paquet de papier, je l'ai jeté dans la poubelle. J'ai dit, c'est fini. Il n'a pas eu d'histoire, il n'y a rien arrivé. Correct? Alors on a dit, oui, c'est correct. Si vous insistez parce qu'il n'y a rien arrivé, ça va aller. Un autre incident, par exemple, d'autres incidents, ceux-là beaucoup plus graves, ceux-là d'ordre politique. J'étais assis un matin, et puis on me passe un document, c'est dans 3 enveloppes scellées. Ça veut dire secret, archi-secret, top secret, et tout ce que vous voulez. Alors j'ouvre, je sors. C'était marqué, comment c'était marqué? Unions in Québec. Les syndicats dans le Québec.
que ce qu'ils ont, les syndicats dans le Québec. Et là, commence à sortir toute une histoire qu'ils étaient de gauche, qu'ils étaient communistes, etc. Je suis québécois, je savais que c'était pas vrai. Ça m'a choqué. J'ai dit, OK, on va régler ça. Là, j'ai laissé faire l'état-major et je suis allé voir le secrétaire de M. René Lévesque. Puis je dis, tiens, publiez ça à l'une des journaux. L'évêque dit, hey, c'est dangereux. La loi sur la défense nationale, la loi des secrets officiels, vous pouvez attraper 40 ans de prison. J'ai dit, Monsieur l'évêque, je sais ce que je fais. Correct? Publiez-le dans les journaux. Il l'a publié dans les journaux, évidemment, ça a fait tout un choc. D'un bout à l'autre du quartier général, le ministre de la Défense, là, sur les communications en journée longue, essayait de savoir qui c'est qui avait fait ça. On savait qui avait fait ça. Seulement que j'étais en position de force. Position de force, ça veut dire ceci. Ça veut dire que j'avais tellement vu de cas, j'avais tellement vu de saleté, j'avais couvert, protégé tellement de monde, y compris des généraux. Vous voyez un colonel actuellement qui est accusé de meurtre. Hein? Il a tué 2 femmes, puis il en a massacré 2 autres. Moi, je pense, en fin de compte, selon l'expérience vécue, que les 2 femmes se sont fait tuer parce qu'elles ont menacé de faire du chantage. Elles ont dit, on va le dire à tout le monde, puis tu vois, t'es colonel, tu vas dégringoler, etc. Alors, le gars a pris à panique. J'ai vu à la face du gars, j'ai vu tout de suite quelle sorte de gars que c'est ça. C'est un gars qui a monté en grade là, pour avoir, là, vous savez, comme on dit, là, sucé les bonnes oreilles, et puis qui s'est retrouvé en haut. En réalité, il ne me semble pas tellement compétent. Mais ça ne l'a pas empêché de devenir commandant d'une base. Bon, alors dans ce temps-là, il y avait eu, dans mon temps, moi, il y avait eu un général, d'un moment de colère, avait tué sa femme. Il y en avait d'autres qui avaient fait d'autres saletés, comme ça, même là. Et puis, on m'avait dit, ah oui, il y avait le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense a fait pire que ça. C'est-à-dire pire que ça, il n'a pas tué personne, le ministre de la Défense, non. Seulement qu'il a envoyé un gros avion militaire, vous savez, des gros, énormes, le Globemaster C-130. Là. Ça prend 4 pilotes là, pour tenir ça, cette affaire-là en l'air. Ça 4 moteurs, là, des grosses turbines. Il y avait des manœuvres dans les Antilles. Alors, M. le ministre de la Défense s'est permis d'envoyer un avion dans les Antilles, ramasser un petit paquet pour lui, un tout petit paquet de lui. Vous savez, pas grand-chose. Il y avait à peu près une affaire de 7 ou 8 tonnes d'alcool acheté dans les Antilles, vous savez, du rhum, toutes sortes d'affaires comme ça. Quand il est arrivé à Trenton, encore la base de Trenton, il y a eu un douanier sur place qui a dit montrez-moi ce qu'il y a dans l'avion. On a dit hey, c'est un avion militaire, ça, c'est secret, ça, cette affaire-là. Là. Tu ne peux pas faire ça. Là. Et puis le douanier, il dit je m'occupe de la douane, vous ouvrez la carlingue de l'avion, je vais regarder ce qu'il y a dedans. Alors, naturellement, le pot aux roses a été découvert. Moi, je reçois ça et j'avais ordre de m'en occuper. Évidemment, c'était le ministre de la Défense. J'ai choisi de me faire ma gueule. Excuse, là, mais de me taire. Parce que j'ai dit, bon, ben, si tu veux. Mais par contre, en arrière de ma tête, j'avais une petite idée. Et si je suis pris à un moment donné pour une question d'ordre politique, Monsieur le ministre n'osera pas me toucher, hein, parce que j'en sais trop. Je ne suis pas le genre de faire du chantage, mais je le savais. Alors, et puis il y en a un autre aussi, un général. Alors, qu'est-ce que c'est qu'il a fait celui-là? À peu près quelque chose de pareil. On avait des grosses manœuvres dans le Nord. Il a pris un gros avion comme ça qui coûte une fortune. Et puis il y avait un yacht personnel, Monsieur le général. Il a fait transporter son yacht personnel à Baie-du-Hudson. Les militaires ont pris le temps de sortir son yacht personnel, de le mettre dans la Baie-du-Hudson. Mon général s'est promené avec, est allé à la pêche à l'onde arctique. Il a rembarqué son avion, il a rembarqué son yacht privé dans le gros avion qui est parti, qui l'a rapporté chez lui à Pointe-Claire. Service, je veux dire, ils font ça comme ça, vous savez, là, ils signent des papiers, puis ils s'autorisent des avions, ils s'autorisent des billets de train, ainsi de suite. Mais vous voyez, à Québec, ils font la même chose, hein. Alors, je le savais. Et puis, on me dit, Marcel, can you keep quiet? Derrière de ma tête, j'ai dit, une autre petite occasion de profiter, hein. C'est pas tellement grave, c'est pas très, très catholique ce qu'il faisait là.
Mais il n'a pas tué personne, il n'a pas massacré personne, etc. Je me suis fermé. De sorte que lorsque les journaux ont publié à la une le premier document secret sur les syndicats, ils n'avaient pas le droit, l'armée n'a absolument pas le droit de fouiller les syndicats, d'inspecter les syndicats, de se mêler des syndicats. Il y a seulement que la police qui peut le faire. Et la police connaît ses limites lorsqu'elle entreprend une enquête de ce genre-là. Alors là, on savait qui est-ce que c'est qui avait fait ça. Je ne suis pas obligé d'aller crier sur les toits. Hey, c'est moi, là, tu avais faim, moi, hein, j'ai fait un bon coup, là. Silence total, continue à travailler tranquillement sans dire un mot. Alors, on ne m'a pas touché. Il n'y a pas été question. La police militaire a passé proche de mon bureau. Good morning, Captain. J'ai dit good morning, how are you this morning? Comment va votre femme, etc. Vos enfants sont à l'école, et ainsi de suite. Je savais que j'étais en position de force, mais ce n'était pas le seul cas. Il s'en est présenté un autre plus grave. Encore des enveloppes scellées, encore là, les 3 enveloppes qu'il fallait briser, là, puis je devais signer à part de ça un document pour le commis-chef, à l'effet que j'avais réellement reçu le document en question. Je sors ça, et cette fois-là, c'était marqué « Exercise Meat Pitch ». Je commence à regarder ça. C'était un ordre général de préparatifs militaires pour intervenir encore une fois contre le Québec, comme en 1970. On est en 1971. Et les cibles visées, il y avait 2 cibles visées. Les gens qui ont ordonné ça connaissaient la sociologie. Ils ont visé les classes moyennes, premièrement, et deuxièmement, ils visaient les syndicats. Wow! Mais je disais, c'est pas mal plus grave. De cette fois-là, je suis allé voir M. Parizeau. Et M. Parizeau, quand il a regardé ça, il n'en revenait pas. Il dit non, ils ne font pas une affaire de même. J'ai dit oui, monsieur, il prépare ça. Et la seule manière d'arrêter une expédition militaire, c'est de la tuer dans l'œuf. Et l'œuf, là, c'est le moment où ça passe au quartier général, là, puis tout le monde va contribuer aux préparatifs. Moi, je devais contribuer en apportant la liste du personnel disponible, les qualifications disponibles, etc., qui ne pourrait pas y aller parce qu'il était avec la retraite, qui est malade, ainsi de suite, et de manière à ce que l'armée sache combien de personnes, combien de monde on pourrait embarquer dans cette expédition-là. Parce qu'on ne peut pas embarquer tout le monde. On ne peut pas embarquer tout le monde, il faut décider. C'est pour ça qu'il y a un spécialiste dans le personnel qui s'occupe de voir ce qu'on peut amener, ce qu'on ne peut pas amener. Bon, j'ai dit OK. Cette fois-là, je suis allé voir, cette fois-là, M. Parizeau. Parizeau, lui, a eu trop peur, il n'a pas voulu publier ça. J'ai dit, M. Parizeau, il faut le publier. Si vous le publiez, l'expédition va être arrêtée, raide, elle n'aura pas lieu. Finalement, il s'est décidé de le publier. Là, ça a sauté en l'air, évidemment, la police montée, vous savez, la police militaire, ils ont même fait venir le Royal Ulster Constabulary d'Irlande. Moi, je savais que de leur part, si on fait tant de démonstrations, c'est parce qu'on est en position de faiblesse. Et que moi, encore une fois, j'étais en position de force. Et moi qui décidais. Alors, ça n'a pas été publié. On m'a regardé de travers, vous savez. Et puis, je suis resté en place. Tandis que d'autres ont fait beaucoup moins que j'ai fait et se sont retrouvés en prison. Pourquoi? Parce que dans toute chose, il faut d'abord s'assurer que notre position est solide et qu'on est capable de représenter ce qu'on veut représenter et en même temps aussi changer les manières de faire, les manières de voir. Là, c'est une expédition qui a été tuée dans l'œuf. Ça en faisait 2. Il y en a eu une 3e. Et là, cette fois-là, c'était pas moi, c'était un collègue. Ça s'appelait Exercise Northern Express. Et là, ça a été préparé à Gagetown, au Nouveau-Brunswick. L'armée, à ce moment-là, devait aller en Norvège, à Bardufoss, dans le Nord, faire des manœuvres dans le cadre de l'OTAN, l'Organisation de défense atlantique Nord. Et les Norvégiens sont réticents à laisser une armée étrangère. Un touriste habillé en touriste, là, avec son passeport, c'est correct. Mais un militaire en uniforme, c'est pas la même chose. Un militaire en uniforme qui franchit la frontière, c'est absolument pas la même chose. C'est une présence inquiétante. Même si c'est un allié, on préfère qu'il vienne en civil.
Alors, les Norvégiens, évidemment, ont toléré. Et puis, quelqu'un s'est aperçu que l'armée canadienne, en Norvège, ça ressemble beaucoup au Québec, en Norvège, faisait des exercices de préparation pour intervenir militairement au Québec. Et ça s'appelait Exercise Northern Express. Alors, le collègue en question, d'abord, est allé voir les Norvégiens, et a dit, écoutez, ce que vous ne savez pas, là, c'est que l'armée canadienne prépare une intervention armée chez nous, tandis qu'ils sont supposés travailler pour l'OTAN. Le gouvernement norvégien, furieux, a donné 24 heures, ramassé vos bagages, sortez d'ici, on ne veut plus voir. Naturellement, et là, ça s'est su. Et puis, en même temps aussi, l'exercice Northern Express est exposé en public aussi. Le capitaine, l'autre capitaine en question, ben, il ne s'est jamais fait prendre, il a pris sa pension tranquille, et puis il est parti. C'est un officier de marine, d'ailleurs. Ça, c'était le deuxième. Le troisième coup, parce qu'il y a quand même des règles, ce que je n'ai pas apporté, là, que j'aurais dû soulever, c'était la question de la justification d'une intervention armée et la question de la conscience de l'officier. Ça, c'est un nouveau phénomène, si vous voulez, qui commence à faire son chemin tranquillement dans les armées à cause des procès de Nuremberg. Les procès de Nuremberg ont suivi la Deuxième Guerre mondiale et les officiers allemands accusés d'avoir commis des crimes de guerre se sont défendus en disant « Nous avons obéi aux ordres ». Je parle allemand presque couramment parce que j'ai été formé aussi dans l'armée allemande. Alors, ils ont dit comme ça « Nun haben wir unser Ersatzpflichten getan ». Nous n'avons fait qu'obéir aux ordres. Et là, le tribunal leur a dit « Si les ordres vous commandent un acte criminel, vous devez vous opposer en votre conscience. » Et là, les Allemands ont répondu, si on s'était opposé, ils nous auraient fusillés. Et en plus de ça, ils auraient massacré nos familles. Alors, ils ont dit, maintenant, on est trouvé coupable, on va être fusillé. Et puis, bon, ben, c'est correct, mais au moins, le gouvernement allemand va prendre soin de notre famille. Et c'est ce qui est arrivé. Alors, ils ont accepté de mourir. Et puis, ça a été fini, mais le précédent créé par Nuremberg, par les procès de Nuremberg, est resté. Et depuis ce temps-là, il est clair que le militaire qui reçoit l'ordre de commettre un acte criminel est obligé de refuser, est obligé de s'y opposer. Sauf que il faut que votre position soit assez forte pour que vous puissiez vous opposer. Comme par exemple les syndicats, Need Pitch, Northern Express, toutes choses comme ça qui ont sorti en public, qui ont tué les expéditions dans l'œuf. Et bien là, dans ce cas-là, les deux capitaines qu'on impliqués, on était plus que deux, on était 3 ou 4, étaient en position forte et on ne pouvait pas rien faire contre eux, on ne pouvait pas les juger ni les traduire devant une cour martiale. Il y a eu un autre événement. Et cette fois-là, ça a été l'appréhension de l'arrivée au pouvoir à Québec de René Lévesque. En 1975, j'avais fait un calcul de carte électorale. Un calcul de carte, c'est pas la même chose qu'un calcul de statistique. Un calcul de géographe place les statistiques soigneusement dans leur contexte. Alors, j'avais fait ce calcul-là et j'étais arrivé à la conclusion qu'en 1973, les libéraux avaient gagné 105 sièges avec seulement 41% des votes. Le Parti québécois avait 32% des votes, il n'avait seulement que 5 sièges. Et si à la prochaine élection, ce qui était très probable, le Parti québécois se retrouve avec 41% des votes, il remporterait, d'après mes calculs, 68 sièges. Il a remporté 71 sièges, alors que personne ne s'y attendait. C'est un choc, évidemment. Et le soir même de la victoire du 16 novembre 1976, le soir même, Trudeau a fait des menaces. Il a été poussé à faire des menaces comme ça, à grincer des dents, puis il a commencé, encore une fois, à ordonner la préparation d'une intervention armée. Ça s'appelait, ça, Canadian Unity Studies, des études sur l'unité canadienne. Vous voyez, en fait, deux féministes qui connaissent sur l'affaire. Hein? C'est pas des enfants d'école.
Alors, là, cette fois-là, j'ai dit, ben, là, c'est plus grave. C'est plus grave. D'ailleurs, j'avais prévu que dans l'élection porterait René Lévesque et le Parti québécois au pouvoir, là, il y avait des menaces réelles et graves d'intervention armée, parce qu'à Ottawa, à Toronto, on ne tolérait pas la présence d'un mouvement indépendantiste. Aujourd'hui, ben, il y en a un en Saskatchewan. Bon, il n'y a rien qu'on peut dire. Hein? Bon. Alors là, cette fois-là, j'avais préparé un plan de contingentement. Contingentement, ça veut dire là, quelque chose qu'on va faire vite, pour se préparer vite pour la défense, là, en cas où l'armée viendrait, parce que là, j'étais sorti de l'armée. Mais pendant que j'étais encore dans l'armée, les dernières années de service, j'ai pris 2 semaines de congé. Et ça, 2 semaines de congé, je suis allé en Angleterre. Qu'est-ce que je suis allé faire en Angleterre? Ben, je suis allé acheter des armes. Là, c'est un choc, évidemment, ça a marché. L'Imperial Trust à Londres, j'ai demandé des chars d'assaut anglais, des canons anglais, des mortiers anglais, surtout les mortiers contre les chars d'assaut, d'autres armes anglaises, etc. Bon, ben, j'ai dit pour le Québec, vous savez, ben, et on dit, ben, en Angleterre, on m'a dit, ben, si votre position est légitimée, on va vous avancer 200 millions de livres sterling, mais à la condition que vous achetiez seulement des armes anglaises. Correct. J'ai dit, c'est bien. Je savais que j'étais suivi par la GSC. Je le savais. Vous savez? Mais il y a des fois, il faut faire exprès pour laisser l'adversaire vous suivre, vous talonner, puis apprendre ce qu'il veut apprendre. Parce que je voulais, moi, que toute cette affaire-là soit connue à Ottawa, puis surtout aille jusque dans le bureau de Trudeau. Alors finalement, en 77, fin 77, là, j'avais préparé un document complet avec les propositions d'armes. Les Allemands se sont ajoutés aux autres aussi. Ils ont dit, les autres aussi, on va vous vendre des armes. Regardez, on a une bonne mitrailleuse, 1300 balles à la minute, vous allez vous défendre avec ça. Hein? Et puis, on a un bon char d'assaut à part de ça, plus gros que le char anglais. Bon, correct, ça marche. Les Français sont arrivés. Nous, on a des missiles. Hein? Et puis, dès que votre position est légitimée, on va vous envoyer tout ce que vous voulez. D'accord. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'au Canada, le système de propagande avait répandu l'idée que nous étions communistes, ce qui était faux. Il avait répandu l'idée que nous allions être armés par l'URSS, des armes russes, ou non par la chaîne communiste. La police montée vient me voir. We know it's you. Puis, on me voit en civil, pas de revolver, pas de menottes, rien. Vous savez, trop dangereux. J'ai dit, me what? C'est toi qui prépare les plans de contingentement, c'est toi qui les as remis, c'est toi, par de ça, qui va les faire publier. Et en plus de ça, ce qui est horrible, c'est que tu es allé acheter des armes anglaises, puis ça a marché. Ben, j'ai dit, monsieur, l'inspecteur-chef, c'est l'inspecteur-chef Shaver. J'ai dit, prenez bien note de ce que je veux dire là. Si je monte une armée québécoise pour me battre contre vous, je vais vous tirer d'en face avec des armes anglaises parce que ça va vous faire plus mal. Alors là, il y a plus, là, vous savez, là, un imbécile, moi, je vais aller acheter des Kalachnikov en Russie ou n'importe quoi, alors qu'en allant en Angleterre, j'avais tout ce que je voulais. Alors ça a été le choc de 1977-78 à Pierre Elliott Trudeau. En 78, en février 78, en fin de compte, il a déclaré en public, il n'est pas question de prendre les armes contre le Québec. Si le Québec décide de faire l'indépendance, alors on va être obligé de s'incliner. Alors on avait gagné, moi j'appelle ça gagner une guerre sans tirer un seul coup de fusil. Et ça, il faut le faire, ça. Il faut savoir le faire. Et pour le faire, il faut avoir été dans le système, à l'intérieur du système. Parce qu'à l'intérieur du système, par exemple, j'ai fait changer plusieurs articles de la loi militaire parce qu'ils étaient mal écrits en anglais et en français. Les articles du volume 1, par exemple, sur l'administration, le problème des responsabilités, le problème des blâmes, le problème du reproche, toutes sortes de problèmes personnels comme ça, et dont le libellé portait à confusion. Alors, j'ai écrit une lettre au ministère de la Défense, et puis j'ai expliqué comment le libellé portait à confusion. Puis je l'ai envoyé
Dans le quartier général, on a dit se sauver, mais t'es fou, sauver, voyons donc. Ça fait 70 ans que ça se fait comme ça. Je me fous que ça fasse 70 ans qu'on fait comme ça. Je ne suis pas avocat, mais je connais le sens, je connais la signification, je connais la portée, je connais la dynamique et l'acception des mots et leurs conséquences. Et c'est parce que quelqu'un écrit, même s'il est avocat, sans savoir le sens des mots. Il faut changer ça. J'ai gagné. Un mois après, le ministère de la Justice est intervenu et puis il a dit tous les articles, il a envoyé tout de suite pour tous les manuels de droit militaire, tous les articles étaient changés, de sorte que chacun devait ouvrir son livre, enlever l'ancien et mettre un nouveau. Toutes les interprétations. Alors ils ont dit, Sauvé, t'as gagné. Je ne sais pas que j'ai gagné. Il faut décider à un moment donné. Et c'est là la conclusion à laquelle j'en viens, parce que je pense que j'en ai assez raconté, c'est que si on veut faire bouger quelque chose, si on veut changer quelque chose, si on veut forcer un gouvernement, il faut le faire de l'intérieur. L'intérieur du système, l'intérieur de l'état-major, l'intérieur de l'administration publique. Moi, ce qui me choque le plus actuellement au Québec, c'est de voir comme ça, même là, une fonction publique, là. Vous savez, qu'est-ce que c'est la fonction publique? C'est un bel job, c'est un bel job, c'est une belle pension, c'est des belles affaires comme ça, mais c'est pas ça la fonction publique. Si vous êtes un cadre moyen, vous devez suivre de près, de sorte que le politicien en haut ne sait rien de ce qui se passe en bas, et évidemment, en bas, il n'y a aucun lien avec la politique, avec les ministères. Et si vous êtes cadre moyen, eh bien, c'est un devoir fondamental, évidemment, de mettre en liaison, en rapport, le public qui est en bas avec le ministère qui est en haut. Autrement, le politicien arrive ici, rien, mais c'est presque rien. Tandis que, cadre moyen, bien là, vous savez ce qui se passe. C'est vous qui recevez des piles de dossiers de toutes sortes de cas, de toutes sortes d'affaires qui arrivent, et c'est vous qui devez examiner, étudier ça, préparer en fin de compte une documentation, et puis surtout vous rendre compte des trous qu'il y a dans la loi, des faiblesses qu'il y a dans la loi. Et vous rendre compte, en fin de compte, que la loi, à un moment donné, est injuste. Il faut la faire changer. Et c'est à partir de ça qu'on peut changer la loi. C'est à partir de ça également qu'on peut arriver et puis établir sans l'ombre d'un doute que le Québec est un État. Parce qu'à l'intérieur de tout notre système, eh bien, nous avons créé les assises de l'État, et cet État-là fonctionne effectivement. Alors, on n'a pas besoin d'arriver et de faire une crise pour l'indépendance. On aura seulement qu'à se retourner vers Ottawa, qui est un État arbitraire. Comme je l'ai démontré dans mon livre « Géopolitique et avenir du Québec », on aura seulement qu'à se tourner vers Ottawa et à dire ben, nous sommes un État, nous sommes en charge de nos affaires, nous sommes compétents pour régler nos affaires, pour conduire nos affaires. Veuillez obtempérer, ramasser vos pénales et sortir du Québec. Nous allons tout de suite, nous sommes déjà en place. Il n'y a pas autre chose à faire. Et Ottawa va être obligé de sortir. Parce qu'Ottawa est arbitraire. C'est là la conclusion à laquelle je voulais en venir, en fin de compte. Parce que j'ai fait le travail comme officier de l'armée, j'ai fait le travail aussi comme conducteur de troupes dans les théâtres d'opération. Et là, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Les ordres viennent d'en haut et on s'aperçoit que ces ordres-là n'ont qu'une allure. Dans ce temps-là, ben, qu'est-ce qu'on dit? Oui, on est en train d'exécuter ça. Mais en avant, par exemple, on fait ce qu'on veut. Et on fait ce qu'on peut. Et on s'arrange de manière à limiter les dégâts. Parce qu'il est possible, en fin de compte, de passer des mois dans un champ de bataille sans tirer un coup de fusil. Puis de s'entendre avec l'adversaire en face. C'est-à-dire, viens jouer aux cartes avec nous autres, là, pendant que tes patrons, eux autres, vont continuer à délibérer, puis pendant que les autres vont continuer à délibérer, dans ce temps-là, on va jouer aux cartes. On ne commencera pas à se tirer à coup de fusil. Et puis ça marche. Ça marche à tout coup. Ça a même marché entre les alliés, entre les soldats alliés et les soldats allemands. Comme ça, même dans les guerres. Mon régiment, par exemple, qui a fait la campagne d'Italie, bon, lui, plutôt que de se battre, on se rencontrait, puis on s'appelait, on avait dans ici, on sort une bouteille, et puis ouais. Puis après ça, on s'en va chacun sur notre bord, à Chalmu pas. Parce que les ordres qui viennent d'en haut, souvent absolument pas d'allure, c'est quelqu'un qui se pense supérieurement intelligent, mais qui n'est pas en relation avec la réalité. Et c'est là que ça va mal. C'est là que ça va mal. Parce que c'est en bas qu'il faut apprécier la situation, en bas qu'il faut apprécier le contexte, et tout de suite qu'il faut agir pour prévenir le pays.
Mais si vous attendez que ça monte, que ça monte, que ça monte, que ça arrive en haut, que ça redescende, que ça redescende, que ça redescende, ça arrive en bas, ça remonte en haut, vous savez, et 2 ans après, aucune décision qui a été prise. Mais dans ce cas-là, vous devez, cadre moyen, vous devez prendre la décision et laisser faire. Les supérieurs, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils diront rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ça se fait, ça se règle de sans nous autres. Oui. Je vais parler souvent quand on est citoyen et on veut faire des changements. On a à faire face à l'inertie, l'entropie, il y a des pertes, je pense que vous avez déjà parlé de 85% de pertes. Puis pour affronter l'inertie, c'est de connaître ses classiques. Est-ce que vous voulez expliquer brièvement c'est quoi connaître ses classiques et comment ça s'applique des classiques? Ben, c'est ça que je viens de vous expliquer là, les classiques. Si j'ai été capable de faire ce que j'ai fait, c'est parce que j'avais fait mes classiques. Et parce que j'avais fait mes classiques, j'ai pu voir sur les papiers, sur les exposés qui étaient présentés, j'ai pu voir que ça ne collait pas en réalité. Parce que j'avais fait le cours classique. J'ai pu voir que le libellé des lois n'était pas adéquat, en fin de compte, ne correspondait à aucune réalité. Et puis les faire changer, même si je n'étais pas avocat. C'est ça les classiques. Les classiques, c'est connaître ce qui se maintient, ce qui dure et perdure, alors que le reste tombe de côté. Les modes, ça passe, les modes. Vous savez, on voit une mode aujourd'hui, par exemple, là, et puis on se dit, regardons ça, la mode, dans quelques semaines, quelques mois, ça va être fini. On va s'en faire. Mais alors, qu'est-ce qui continue? Ce qui continue, c'est la vie. Les exigences de la vie elle-même, les exigences de la vie organisée, ainsi de suite. L'environnement, l'organisation du travail, l'organisation de l'espace. Ça, c'est classique, ça. Et vous allez trouver ça chez Aristote. Les écrits politiques d'Aristote. Oui. Oui, dans le micro. Il faudrait que je parle plus. On n'entend pas, non? Vous allez trouver ça chez les écrits politiques d'Aristote. Vous allez trouver ça chez les écrits politiques des médiévaux. Eux connaissent leur affaire. Et puis, vous allez trouver ça un peu, vous allez trouver ça pas mal chez Machiavel. Mais Machiavel, il a écrit, j'ai examiné les écrits de Machiavel, en fin de compte, je suis même à la Florence, pour voir sur place le contexte dans lequel Machiavel avait écrit. Et Machiavel écrivait avec une certaine crainte. C'est beau de s'attaquer à l'organisation, de s'attaquer aux grands personnages. Mais le pauvre Jérôme Savonarole, qui s'appelle, si je me rappelle bien, le dominicain qui a attaqué, qui a tempêté en chair, contre les abus de pouvoir, etc., ben, il a fini sur un bûcher. Tandis que Machiavel, lui, a fait des détours pour ne pas finir sur un bûcher, pour essayer de montrer comment est-ce que le prince, dans ce cas-là, il s'agissait de César Borgia, comment est-ce que le prince est malin ou archi-malin, et comment les gens ne s'en rendent compte pas, parce que les gens qui sont en position, ben, ils vont vous bombarder d'euphémismes, de sorte que vous n'aurez aucune idée de la situation, du contexte réel tel qu'il se présente. Et c'est ça qui est arrivé. Machiavel vous donnait un avertissement de cette sorte-là. Tandis que quand vous êtes directement impliqué, là, vous voyez directement ce qui se passe, jour après jour, semaine après semaine. Et c'est là que vos connaissances classiques sont importantes, parce qu'elles vous permettent de traverser des périodes difficiles sans trop de difficultés. L'inertie, ben ça c'est la deuxième loi de la thermodynamique. Hein. La première loi de la thermodynamique, c'est que toute énergie peut se transformer en mouvement. La deuxième loi, c'est que l'énergie passant de la source d'énergie vers la source de mouvement, c'est-à-dire dans le cas de la machine à vapeur, de la bouilloire vers les pistons, eh bien, l'énergie, à peu près 86-87% qui est perdue. J'ai vu, parce que je suis né à l'époque des grosses locomotives à vapeur, je suis né quand même de Saint-Henri, justement où on en avait plus qu'ailleurs, et puis j'ai vu des locomotives de 250 tonnes, d'énormes locomotives, là, et c'était marqué 13% seulement de rendement. Mais je me suis aperçu que dans les bureaucraties, c'est pas mal la même chose. Le montant d'argent qui est investi, puis ce qui reste en fin de compte, il ne reste pas grand-chose après ça. Comment est-ce qu'on peut faire, comment on peut corriger ça?
par le développement de l'État optimal, qu'on définit en géopolitique. C'est l'État qui est capable de mettre en pratique les 13 principes de base de la stratégie d'État. Là, vous me demandez un cours de géopolitique, là, et ça me prend 3 ans au moins, le temps d'initier, le temps d'aller. Est-ce que j'ai répondu à peu près de manière satisfaisante? Parce que là, je sens qu'on a du monde qui attend à la porte. Oh non, on a encore 20 minutes. On a encore 20 minutes? On a encore 20 minutes. Bon, ben, prenons 20 minutes. Ben, les gens jasent à la porte, mais ils jasent à la porte à midi et demi. Bon. C'est correct. On prend notre 20 minutes. Au moins, il y a 20 minutes. Force d'inertie, force d'entropie, force d'inertie, le quartier général où je me trouvais, par exemple, là, ce n'était pas la première fois que j'étais sur un quartier général. Lorsque j'y étais la deuxième fois, j'avais l'expérience des troupes, j'avais l'expérience de conduire des troupes en campagne, j'avais l'expérience des régiments, ainsi de suite. Je me suis retrouvé, j'avais 43 ans passés, plus que 28 ans de service, donc 25-26 ans de service. Alors, pour apprendre tout ce qu'il fallait faire, parce qu'il vous arrive un dossier, bien, il faut que vous sachiez quand même de quoi il s'agit. Il faut que vous sachiez à quoi ça se réfère, quels règlements sont en cause, quels sont les principes en cause, ainsi de suite. Un jeune officier, l'officier qui m'avait précédé, avait 30 ans, 32 ans à peu près, a fait une dépression, il est parti, le prédécesseur a fait une dépression, et finalement on dit, bon, on va aller chercher un vieux, là, parce qu'à 43 ans quand même, vous êtes un vieux soldat. Et puis, alors j'ai pris charge, j'avais les dossiers empilés là, à terre partout, des affaires importantes qui n'ont pas été réglées pendant 2 ans de temps. Alors là, je me suis mis au travail, j'ai classé ça par priorité, ainsi de suite. J'ai commencé à peu près 2 mois après, j'en étais venu à bout, tout était à date. Puis j'avais changé certains règlements, j'avais changé en fin de compte là, les ordres, la manière dont les ordres étaient écrits, ainsi de suite. J'avais modifié pas mal de choses, mais parce que j'avais l'expérience. Règle générale, lorsque un cas se présente dans un quartier général qui n'est pas tellement gros, administre 85 000 personnes, ça prend 2 ans avant de savoir exactement ce qui se passe. 2 ans. Quelqu'un qui rentre dans le quartier général sans expérience va rester là complètement perdu pendant des mois et des mois, de sorte que les affaires ne se sont pas réglées, ça va traîner en longueur. Ils n'ont pas la formation qu'il faut. Alors, et puis, c'est la force d'inertie aussi, d'arriver puis d'écrire un bureau, d'envoyer à l'autre bureau, puis d'écrire une note comme ça, puis de dire vite, ça presse. Bon, répondez-moi, etc. Ben non, veuillez faire telle chose, ainsi de suite, 1, 2, 3, 4. Et puis, mais ça prend beaucoup de temps pour arriver à ça. Mais dans la bureaucratie, même la bureaucratie québécoise, qui est déjà, c'est pas une grosse bureaucratie, elle est extrêmement lourde. Ça prend du temps à se décider. Et le pire, je trouve, c'est Revenu Québec. Parce que Revenu Québec, il n'y a personne qui se donne la peine de questionner la loi de la manière qu'elle est faite, puis de questionner l'administration de la manière qu'elle est faite, puis qui se donne la peine d'arriver, puis de faire des recommandations au ministre, et puis de dire au ministre, bien, voici ce qu'il faut changer. Mais le ministre lui-même, s'il ne sait pas, quand même qu'il aurait des diplômes d'université, ça ne veut pas dire qu'il va savoir comment fonctionner à l'intérieur d'un système. Ce n'est pas ça qui vous qualifie, c'est l'expérience qui vous qualifie. Alors, pour sortir de l'inertie, aux États-Unis, les vétérans, pour vous donner une idée, par exemple, de ce qui se passe aux États-Unis, on va vous donner aussi une idée de ce qui se passe au Canada avec les vétérans, mais un peu moins pire. Voici comment ça arrive. En général, lorsque le président déclare un théâtre de guerre, le soldat qui va sur ce théâtre de guerre-là est automatiquement un vétéran. Ça veut dire qu'il a le droit à avoir tous les bénéfices. C'est arrivé dans le cas de l'Irak. Le président Bush a décrété, alors les soldats américains sont allés, on dit c'est correct, on y va, donc on va être reconnu vétéran. Étant reconnu vétéran, on reçoit tous les bénéfices accordés aux vétérans, y compris des soins particuliers pour les blessures, tout ce qui est arrivé. Mais ce qui est arrivé aussi, c'est que au bout d'1 an, la facture à payer est extrêmement élevée. Alors le président Bush a décrété que l'Irak n'est plus un théâtre de guerre. Ça veut dire que le soldat qui est là est à la guerre,
mais seulement qu'il ne reçoit pas aucun avantage comme vétéran. Vous savez? Et dans l'armée canadienne, c'est la même chose. Dans l'armée canadienne, Chypre est un théâtre de guerre. À un moment donné, le gouvernement canadien a supprimé, non, c'est pas un théâtre de guerre. Et le pire, c'est que après que le gouvernement canadien a décidé que c'était pas un théâtre de guerre, les Turcs attaquent. Les Turcs attaquent tout le col de Kyrenia, attaquent la base pleine de Kyrenia, massacrent une partie de nos soldats. Vous savez? Et puis, ces soldats-là n'avaient aucun avantage avec elle. C'était considéré comme un exercice ordinaire, un accident ordinaire, etc. Alors ça aussi, ça fait partie de... Il faut savoir ce qu'on fait quand on mène une administration publique. Il faut savoir ce qu'on fait. Oui. Moi, j'ai une question à vous poser. Supposons qu'il y ait une guerre civile aux États-Unis, qui se produit, mettons, bientôt. C'est sûr que s'il y a une guerre civile qui se produit aux États-Unis, suite par exemple aux crises économiques ou des trucs comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Là? Nous, on va être pris en souricière ici, là, au Canada. Je ne sais pas, moi, le gouvernement, l'armée canadienne risque d'être avec... On ne sera pas pris en souricière, c'est une guerre civile aux États-Unis. D'ailleurs, c'est un sujet que j'ai étudié depuis longtemps comme militaire. Je l'ai étudié sur place, je le suis sur place actuellement. Je suis allé plusieurs fois aux États-Unis, j'ai fait des conférences aux Américains. Mais je vais prendre un exemple. Michel Chossudovski a dit dans sa conférence du 27 novembre 2008, il a parlé de souveraineté, puis il a dit qu'il s'arrangerait probablement pour que les Anglais commencent à faire le bisbille avec les francophones, que ça pouvait créer un climat, pourrait créer un climat favorable même à l'indépendance du Québec. Ça, il a dit ça l'année passée, je l'ai filmé moi-même, là, Michel Chossudovski. Et puis, dans des circonstances comme ça, vous êtes habitué à ce qui se passe dans l'armée. Est-ce que... Ma connaissance de moi, des États-Unis, s'il y a une guerre civile aux États-Unis, il va y avoir des centaines de milliers d'Américains qui vont monter au nord, qui vont passer à la frontière, qui vont venir demander refuge. Oui, mais là, on est dans un contexte de crise économique, on s'assuit toujours. On a tendance on est en Afghanistan quand même, les Américains, on est quand même en Afghanistan, on les suit quand même. Oui, mais quand une guerre arrive, il arrive pas ce que idéalement vous devriez qu'arrive. Ça n'arrive pas. J'ai été impliqué 2 fois dans des guerres. Ça ne se passe absolument pas comme ce qui est marqué dans un livre, comme l'idéal qu'on pense. Rien. C'est pour ça que le premier principe de stratégie de guerre, appréciation du contexte. Ça veut dire que vous êtes impliqué, c'est à vous d'apprécier. Les ordres qui viennent d'en haut, là, vous leur dites, oui, c'est correct, on va le faire. Là, vous apercevez que ça n'a aucun rapport avec. Vous devez apprécier. Appréciation de la situation, c'est-à-dire que vous devez apprécier ce qui se passe. C'est ce qu'il aurait dû se faire au Rwanda. Au Rwanda, si Dallaire s'était donné à peine de dire, là, regarde, là, les armes s'en viennent, la guerre s'en vient. Elle n'est pas arrivée encore, la guerre, ça s'en vient. Vite, on saute, on ramasse les armes, vite. Puis on se dépêche, là. On se grouille. Une fois que ça éclate, c'est trop tard. Une fois que ça éclate, c'est la catastrophe. C'est avant que ça éclate qu'il faut le faire. Avant que ça éclate, il faut finir. Les Américains, actuellement, sont pris avec un problème énorme. Le gouvernement de Washington n'a plus aucune crédibilité. Bon. Là, de plus en plus, les Américains demandent à Washington de transférer le pouvoir, le 10e amendement. C'est-à-dire l'État américain avec un petit E, ils veulent devenir des États avec un grand E. Le Texas, la Californie, le Michigan se conduit depuis déjà 40 ans comme si c'était un pays. Ils ne demandent même pas à Washington la permission, ils font ce qu'ils veulent. L'Oklahoma, et puis il y a d'autres États aussi, le Vermont actuellement qui demande l'indépendance. Ben, ça peut créer des situations critiques potentiellement explosives. Hein? Et il y a des États américains qui ont dit au gouvernement de Washington, tes maudites bombes atomiques, sors-les de notre État. On ne va pas les avoir sur notre terrain. Dehors. Le gouvernement de Washington est obligé d'obtempérer. Fait que, alors, naturellement, il y a des événements tragiques qui s'en viennent. Mais les Américains sont très conscients de ça. Alors, comment faire pour faire plier l'oligarchie de Washington? Des centaines de trillions de dollars qui sont administrés, plus le gouvernement de Washington, plus, évidemment, l'armée américaine,
comment faire pour la faire plier, puis dire, le pouvoir maintenant va être dans les États. Ce sont les États qui vont décider. Ils ne sont plus des États, ils sont déjà des pays. Et ils sont arrivés. Mais ça n'arrive jamais idéalement. Ça n'arrive jamais idéalement, puis ça n'arrive jamais comme on l'imagine, parce qu'une fois qu'on est engagé, il ne faut pas oublier que le moment où une guerre commence, la raison perd sa raison. Tout devient instinctif. Hein? Et si vous voulez être capable de gérer une guerre, vous êtes impliqué dans une guerre, vous êtes capable de gérer, il faut que vous connaissiez le mécanisme intangible, instinctif du moral et de l'instinct humain. Mais si vous continuez, si vous construisez comme ça un monde rationnel, bien là, vous allez manquer votre coup. C'est pas rationnel. C'est un autre univers. Oui? Dans l'épisode 10 que vous aviez visionné, on n'aura pas la personne qui est représentée, mais le personnage porte le nom de Bernard Laurando. Ouais. Il vit dans une église, récupéré sous forme de bourse, c'est comme un des personnages principaux de la série, c'est lui qui nomme les premiers ministres et qui finance les partis, qui contrôle les médias. Vous m'aviez raconté que vous connaissiez genre un individu se rapportant à le personnage de la série, puis vous aviez fait comme plein de parallèles par rapport à son palais résidentiel en forme d'église. Est-ce que vous voudriez nous en parler? Essayez, là, je perds la mémoire, vous savez, une fois, là. Je ne me rappelle pas trop de ce que à quoi vous faites référence. Paul Desmarais. Oh, mon petit garçon. Mais Paul Desmarais, c'est un exemple, ça. Hein? C'est un exemple, ça. S'il avait pu s'arranger, cet animal-là, s'il avait pu s'arranger avec Revenu Québec, hein? Mais non, il n'y a pas moyen de parler aux fonctionnaires. Les fonctionnaires ont la mauvaise réputation d'aller fouiller dans un dossier. Ils ont la mauvaise réputation. Céline Dion a fait des plaintes parce que tellement de monde vont fouiller dans son dossier personnel et est resté enregistré au Québec. Hein? Alors, il n'y a personne qui a pris cette fonction publique-là et dit, attendez un instant, on est encore en régime capitaliste, d'une part. D'autre part, on est en régime social-démocrate. Comment est-ce que nous allons concilier les exigences du capitalisme avec celle-là de la social-démocratie? Mais ça prend des études, ça prend des connaissances, ça. Vous savez, le petit fonctionnaire qui n'a pas ces connaissances-là, ben, il se préoccupe juste de remplir les papiers et puis il accroche le pauvre payeur de taxes, le citoyen payeur de taxes, et vous l'écorche comme il faut, il plume comme il faut, ben, pour ça, il l'envoie chez eux. Desmarais, vu ça. Desmarais n'était pas à l'origine une ennemie du Québec. Il a voulu faire le plus gros coup économique de toute l'histoire du Canada, acheter Canadien Pacifique. Bon, s'il avait acheté Canadien Pacifique, après ça, on aurait pu acheter d'autres lignes et il aurait établi des têtes de ligne ici à Montréal, parce que les têtes de ligne de chemin de fer sont à Montréal. C'est Montréal la table tournante du chemin de fer pour toute l'Amérique du Nord. Bon. Alors, ça va réussir. Il s'est fait couper l'herbe sous le pied par Conrad Black. Il est encore en prison, je pense. Conrad Black est encore en prison en Floride. Mais qu'est-ce que c'est au Québec? Tout le monde se tenait dehors et disait, ben regardons ça, là. Plutôt que d'intervenir, de foncer dans le tas, de dire, bon, ben c'est correct, on t'appuie pour le chemin de fer. On t'appuie pour le chemin de fer à condition que ce soit nous autres qui le contrôlons, qu'on soit tout ensemble dedans. Parce que là, le canal du Saint-Laurent, la voie maritime du Saint-Laurent, ce n'est pas une voie stratégique, c'est spectaculaire. On vous montre des photos, des belles photos à vous faire pleurer, mais ce n'est pas une voie stratégique. Dans une année, dans une saison, j'ai surveillé le canal du Saint-Laurent, dans une saison, il passe à peu près 6 ou 7 bateaux par jour. J'invite un tas de monde à un voyage spécial que j'organise cette année, au mois de novembre, pour visiter le canal de Kiel, en Allemagne du Nord, construit sous Bismarck. Il passe dans le canal de Kiel, entre la mer du Nord et la Baltique, entre 120 et 130 bateaux par jour, tous les jours de l'année. Des gros, y compris des 200 000 tonnes, des 300 000 tonnes, y compris des gros paquebots, etc.,
pour éviter de passer par le nord, pour éviter de passer par les détroits scandinaves. Parce que les détroits scandinaves n'ont pas été aménagés. Parce que le moment où Bismarck a fait construire le canal de Kiel, il savait qu'il plaçait l'Allemagne en position de force pour se rendre, pour communiquer comme ça facilement vers la Baltique et de là vers Saint-Pétersbourg en Russie. Parce que l'endroit le plus stratégique en Europe, c'est Saint-Pétersbourg. Depuis 1720, Saint-Pétersbourg. Bataille de Poltava, 1709, entre les Russes et les Suédois. Pierre le Grand demande aux Suédois, cédez-moi, cédez-nous la Finlande du Sud. On en a besoin pour construire une ville et un port de mer. Nous avons énormément de choses à commercer, dont une forêt absolument fantastique. Il faut voir la forêt russe. C'est la plus grande forêt au monde et c'est une forêt qui est replantée. Les arbres ont été replantés depuis déjà 800 ans. Il n'y a rien qui arrive avec la forêt russe. Bon, et alors les Russes veulent commercialiser, évidemment. Les Russes veulent vendre leur fourrure, les Russes veulent vendre leurs métaux, leurs matières premières, en échange de toutes sortes de produits. Alors c'est important de construire Saint-Pétersbourg. Et lorsque Saint-Pétersbourg a été ouvert autour de 1720-1730, ça a été l'événement stratégique majeur de tout le 18e, le 19e et le 20e siècle. On ne pense pas à ça, nous autres. Parce que nous autres, on n'était pas faits à regarder nos petits nombrils, on va dire, regardons ça, si on est gros, c'est important. On oublie qu'en 1850, l'Angleterre qui se battait pour avoir accès à Saint-Pétersbourg, pour pouvoir acheter, vendre, etc., on oublie que l'Angleterre, en 1850, était prête à laisser tomber le Canada. Mais qui a tenu le Canada, qui l'a tenu en place, qui a organisé le chemin de fer, etc.? Les Orangemen, les orangistes qui sont venus d'Irlande et d'Écosse. Eux tenaient, parce que c'était pour eux autres personnellement. Toute l'administration à Ottawa sont des orangistes, tout ce qui compte. L'économie canadienne est orangiste. J'ai eu affaire, quand je suis entré dans l'armée canadienne, et puis j'ai été suivre des cours de formation au camp de Gordon en Ontario, tous les supérieurs étaient des francs-maçons des ligues de la Loge d'Orange. Hein. Et puis, ils étaient là pour eux. Enfin, alors, on ne voit pas ça, nous autres, on dit les Anglais, c'est pas vrai, c'est pas les Anglais, c'est les Orangemen. Une autre gang, ça, c'est eux autres qui mènent. La police montée a été fondée à partir de la Royal Ulster Constabulary. C'est mauvaise appréciation du contexte et de la situation. C'est ça qu'on fait. Et c'est ce que j'essaie de corriger. Oui? Bon, il va falloir partir dans à peu près 5 minutes. Okay. On a réservé la salle des boiseries qui est au Jasmin, 2e étage. Oui. Si jamais vous avez envie de... C'est le même genre, même style. Ça a toujours le même but. Le but, c'est de voir comment nous sommes devenus un État. Comment non seulement nous avons survécu, mais comment nous sommes devenus un État, c'est-à-dire une nation et un État. Et remarquez bien que la nation était reconnue par Durham en 1939. Dans son rapport, il est écrit spécifiquement, tiens, c'est pour coller à la carte, s'il y en a qui sont habiles avec leurs mains. Il faut que je mette une chaise à côté pour si jamais... Et bien sûr, je suis sûr que les gens vont ce livre-là m'a pris 30 ans de recherche. Et j'ai trouvé la réponse à Toronto. La réponse, là, comment se fait-il que non seulement nous avons survécu, nous avons pris de l'expansion jusqu'à devenir une nation qui était déjà reconnue en 1839. Durham nous reconnaît peuple et nation. Il ne faut pas oublier ça, c'est important ça. Et puis, mais seulement qu'en même temps aussi, il déclare que nous sommes inféodés à un seul État. Et cet État-là, c'était Londres, et puis c'est Ottawa. Mais maintenant, ce n'est plus ni Londres ni Ottawa, maintenant, ça commence, les provinces maintenant ont acquis la stature d'un État. Vous savez, tout est remis en question. Et Harper s'en rend compte. Harper s'en rend compte parce que tout dépend du déplacement des rapports de force. Hein?
Puis ça, on n'a pas ça dans le sang. Je ne l'ai pas appris ici au Québec. Moi, je l'ai appris chez les maudits Anglais qui me l'ont montré comme il faut. Je l'ai appris chez les Allemands aussi, qui ne le connaissaient pas, eux autres non plus. Ils m'ont dit, quand j'ai étudié en Allemagne et en Autriche, ils ont dit on n'avait pas les connaissances de géopolitique que les Anglais et les Français avaient. Parce qu'ils ont une longue expérience de l'État, alors que nous, on ne l'a pas. Il ne faut pas oublier que l'Allemagne est venue au monde en 1871. Hein. Elle n'existait pas comme un grand État. Non, ça existait comme un petit État. Et elle est venue au monde à cause des événements qui ont suivi l'ouverture de Saint-Pétersbourg en Russie. Ça voulait dire une voie commerciale énorme qui n'a jamais existé avant ça. Les Allemands s'en sont rendus compte. Alors, ils ont unifié l'Allemagne, qui n'a jamais été acceptée ni par la France ni l'Angleterre, parce que c'est un pays trop puissant, menaçant. Alors, ensemble, j'ai étudié en Allemagne longtemps, puis j'ai étudié en Autriche aussi. Les Autrichiens ont dit, ben nous autres, notre empire était fini, on le savait. On avait quand même 600 ans d'empire des Habsbourg. Et puis, on s'est aperçu que le nouvel empire maintenant, que la nouvelle puissance maintenant était au nord, c'était l'Allemagne, qui gravite autour de la plaine germano-polonaise, hein, et puis qui gravite aussi autour de la mer du Nord, les détroits scandinaves, la mer Baltique, ce qui pose déjà un problème stratégique en partant. Bismarck a résolu le problème en saisissant le Schleswig-Holstein, le sud du Danemark, là, que les Danois n'ont pas voulu céder, il est allé chercher par la force. Puis là, il a construit un grand canal, le canal de Kiel, qui permet aux Allemands de communiquer entre Allemagne de l'Ouest et Allemagne de l'Est, et puis de communiquer jusqu'en Russie. Les maudits guerres qui sont arrivés, ils n'ont jamais voulu ça. Les autres, ils ne savent même pas comment ça se fait qu'ils se sont trouvés là-dedans. Oui. Parce que leur connaissance de la géopolitique, de la stratégie d'État était très limitée. Les Allemands l'admettent. Ils ont dit, on n'a jamais conduit un État. Les maudits Français étaient 300 ans devant nous autres en matière de stratégie d'État. On oublie, marquez bien ça, si je vous demande de regarder un cliché commun, la France nous a abandonnés. Avec on fait donc pitié, les Anglais ont été tellement bons, ils nous ont reçus. Ça, c'est l'âge mental de 5 ans. Correct? C'est pas ça qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est que la France est partie du fait fondamental que l'axe de gravité du commerce et des guerres s'était déplacé vers l'Est. Il ne faut pas oublier une chose. Il y a une chose que les gens ne connaissent pas. Les guerres suivent le commerce. Toutes les guerres, toutes les batailles se produisent dans les axes de communication empruntés par le gros commerce. Toutes les armées empruntent la même logistique que le gros commerce. Hein. J'ai passé ma vie à étudier les guerres, les batailles, etc. Et puis, là où il y a un carrefour, emprunté là, par le gros commerce, là, puis là où il y a des conflits commerciaux, faites sûr qu'il va y avoir, c'est là que ça va avoir lieu, les guerres. Vous éloignez quelques kilomètres de distance, puis il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de bataille, il n'y a plus rien. Voilà. En Europe, les Flandres, par exemple, les Flandres, c'est pas la carte devant moi, là, mais ça serait plus important que je vous la montre. Alors, les Flandres, il y a eu 2000 guerres, dans les Flandres seulement. Les gens sont habitués. On dit, nous, on est un carrefour entre les plaines du nord d'Europe, la plaine de Beauce, la plaine de Normandie, la Sologne française, le Brabant belge, le Brabant hollandais, la plaine germano-polonaise dans le nord, un carrefour entre les fleuves, là, la Seine, l'Escaut, la Moselle, la Meuse, le Rhin, un carrefour entre les régions de plateau dans le nord, et puis les mers. Entre les nord, la mer, ça veut dire la Manche, la mer du Nord, le détroit de Skagerrak, le Kattegat, la Baltique. Vous étiez dans un carrefour là, ben ça va se battre, ça va se taper, ça va se cogner dessus, parce que toutes les guerres sont fondées sur le commerce, vous savez, sur la protection du commerce, du gros commerce international. Je vais vous conter un incident cocasse, une affaire qui m'était arrivée une fois. On devait porter, quand je suis arrivé, là, on devait porter les mêmes uniformes que l'armée britannique, hein, les grands uniformes de cérémonie. Et puis, c'était pas n'importe où, il fallait aller chez Savile Row, en Angleterre, avec la paire. Mais Savile Row, vous ne sortiez pas de là, vous en avoir une bonne facture salée, hein, parce qu'ils prenaient le crédit. Bien sûr, ma foi, voyons, les affaires sont les affaires. Et je me suis aperçu que Savile Row, c'était tous des Juifs. Fait que
Alors j'arrive m'habiller chez Savile Row, ils sont experts. Jusqu'à ce que je me rende compte que les officiers allemands, les généraux allemands, les colonels allemands, habillés en gris, là, étaient habillés eux autres aussi chez Savile Row. Les affaires sont les affaires, vous savez. Les gens ne comprennent pas ça. Et j'ai demandé, mais d'où est-ce que les commandes ont passé pendant la guerre? Comment ça a marché pendant la guerre, pendant tout le temps de la guerre? Ça passait par la Suède au Danemark. Et puis, mon général allemand recevait la plus belle uniforme du monde, confectionnée chez Savile Row, pendant que son collègue, mais ça, c'était quoi? C'était qui, ça, le général? Les hauts placés. La bourgeoisie de la saucisse, la bourgeoisie de la bière, la bourgeoisie de l'acier. Quand vous appartenez à une de ces bourgeoisies-là, forcément, il fallait servir dans l'armée allemande, dans la Wehrmacht. Parce que la Wehrmacht connaît le jeu des intérêts. Et au moins ça. Tandis que nous, on n'avait pas ça, nous autres. C'était la bourgeoisie anglaise, en fin de compte. Je me suis heurté à la bourgeoisie anglaise. Je me suis aperçu réellement que c'était le big business anglais qui envoyait les fils se faire former à Sandhurst ou bien former à Kingston, puis qui prenaient des postes dans l'armée. Parce que leur fonction, c'était de défendre leurs intérêts. Vous savez? Mais nous autres, ici, on isole. On isole la guerre. D'abord, on isole tout. On prend là, puis on prend de l'eau, puis on regarde l'isolement en guerre. C'est-tu effrayant en guerre, etc. Un instant. Avant de crier, ce que vous avez vu de la guerre, c'est des images. Vous n'avez pas vu la réalité. Vous n'avez pas vu comment les lignes de communication empruntées par plusieurs pouvoirs, là, pouvoirs politiques, pouvoirs commerciaux, comment ces lignes de communication-là sont entrées en conflit. Comment le conflit s'est aggravé. Comment personne n'est intervenu pour arriver et dire, bon, ben là, écoute, là, on va s'entendre. Non, à un moment donné, ça éclate. Et lorsque ça éclate, tout le monde est surpris, mais qu'est-ce qui arrive? Mais voyons donc, on ne la voulait pas, la guerre. Personne ne la voulait, la guerre. Mais c'est comme vous vous réveillez un matin, vous avez un cancer, vous dites, j'ai jamais voulu ça de ma vie, mais un cancer, j'en ai un. Mais non, il est là à cette heure-là, vous êtes obligé de composer avec. Mais une guerre, c'est possible d'avoir venir. Mais il faut s'y prendre 20 ans, 30 ans, 40 ans d'avance. Parce que le germe commence d'abord par le petit conflit commercial, le long des carrefours, le long des voies empruntées par le commerce. La guerre qui a abouti avec l'invasion de la Russie en 1812, cette guerre-là était présente en Europe au moment où comment est-ce qu'on appelle ça, la guerre de 7 ans. On a eu des échos ici, la guerre de 7 ans, bataille des plaines d'Abraham, qui n'a jamais eu lieu, il n'y a pas eu de bataille des plaines d'Abraham, c'est pas vrai. Alors, on a eu des échos de la guerre de 7 ans ici, mais l'essentiel, c'est en Europe. C'est parce que le gros commerce, là, le gros argent se déplaçait vers l'Est. À cause de quoi? À cause de l'ouverture de Saint-Pétersbourg. Donc, personne n'a vu ça ici. Les Français le voyaient, parce que les Français, il faut dire que les Français, en matière de diplomatie et en matière de connaissance du rapport de force, ils s'y connaissent. Ils s'y connaissent. D'où ça leur a hein? Comment ça se fait que les Français ont eu cette connaissance plus que les Allemands, plus que d'autres? Parce qu'ils ont un État. Ils ont un État depuis 1600 quelque chose. Hein? Et ça a commencé... C'est pour ça que vous trouvez ça important qu'au Québec, on développe la notion d'État. Sur Richelieu. Ça a commencé sur Richelieu. Richelieu avait un sens inné de l'État. Richelieu était tout sauf un cardinal de la Sainte-Église catholique. Hein? Plus malin que Richelieu, là, en fait, puis j'ai étudié, naturellement, parce qu'alors qu'on étudie les rapports de force, etc., il faut voir les chefs d'État qui réellement s'y connaissaient en géopolitique. Et Richelieu en était un. Et Richelieu a vu tout de suite que dans le Québec, on est en 1620, hein? Québec venait d'être fondé, 1609. Richelieu, tout de suite, a décrété deux choses pour nous. La première chose, ça a été le cadastre, vous voyez, le système de distribution des terres. La manière que c'était organisé, c'était pour que ça se répande, pour qu'on occupe, qu'on tienne les axes de communication le plus vite possible. Il a vu parfaitement que nous étions en position de faiblesse, mais que d'un autre côté, comme le territoire est très isolé, le territoire du Québec est très isolé, alors il a dit, il s'est dit, ils vont survivre. Même si on n'est pas là, ils vont survivre, puis ils vont se débrouiller. Et c'est ce qui est arrivé.
La première chose. La deuxième chose que Richelieu a décrété, c'était quoi? Quelle obligation pour tous les colons? Quelque chose de très surprenant qu'on ne veut pas croire. L'obligation de parler et d'écrire en français. Parce que nos ancêtres ne parlaient pas français. Les Normands parlaient encore le norsk. Et le norsk, je l'ai vérifié en Norvège. Dans les campagnes de Norvège, là, ça s'appelle le nynorsk, et c'était la langue parlée en Normandie, jusqu'à très récemment. Les Bretons ne parlaient pas français. Les Aquitains, ma propre gang, mais dans le sud-ouest, parlaient un dialecte germanique. Et d'ailleurs, ils ont des noms germaniques, on va trouver ça là, dans le Béarn, je suis retourné voir le pays de mes ancêtres, des noms qui finissent par Berg. Hein? Et puis, alors tout ce monde-là, il ne faut pas oublier, il sait parler en France 45 langues différentes. Et c'est à partir de Paris, avec la fondation là, de Paris, là, et puis le développement de Paris par les Francs, c'est là qu'ils ont commencé à construire ce qui s'est appelé la langue française. Et lorsque Richelieu est arrivé, bon, c'était à peu près quoi? 100 ans après l'ordonnance de Villiers-Cotterêts par François Ier, qui nous obligeait à parler français et écrire en français. Bon, mais nous autres, par exemple, lorsque nous avons commencé, il ne faut pas oublier que nos ancêtres sont devenus français seulement qu'à partir du 16e siècle. Avant ça, nous étions des Anglais. Parce que c'est nos ancêtres qui ont conquis l'Angleterre, de la Normandie, de la Bretagne, de la Picardie, ainsi de suite, tout le long des côtes, là, les côtes de la baie de Biscay. La bataille de Hastings de 1066, c'était notre monde qui l'a gagné, cette bataille-là. Notre monde, il parlait notre langue à nous autres. Hein. Puis il parlait aussi le norsk, évidemment, parce que le français commençait à se répandre un peu. Eux qui ont gagné, c'est eux qui ont dominé l'Angleterre. D'abord, Guillaume de Normandie, puis après ça, le clan Plantagenet. La gang de Plantagenet venait de Bordeaux. Il ne faut pas oublier ça. Et Henri de Plantagenet, qui est devenu en 1124 Henry II King of England, ne parlait pas un traître mot d'anglais, il parlait seulement français. Et toute la langue en Angleterre a été, et pendant de 1066 jusqu'en 1480, quelque chose comme ça, jusqu'à l'arrivée des Tudors et jusqu'à l'arrivée de Sainte-Jeanne d'Arc, c'est elle qui a cassé le système. Hein? C'est devenu, à partir de ce moment-là, nous sommes redevenus des Français. Mais nos ancêtres n'étaient pas des Français. C'est-à-dire, ils n'étaient pas sous le roi de France, on était sous le roi d'Angleterre. Et le roi d'Angleterre parlait notre langue à nous, comme d'ailleurs toute l'administration anglaise. On a fait baver les anglo-saxons pendant 400 ans, nous autres aussi, il ne faut pas oublier ça. Ils ne nous ont pas oubliés. Ils ne nous ont pas oubliés. Et d'ailleurs, je leur ai dit d'en face, j'ai dit, vous autres, avec votre Parisian French à Toronto, vous foutre la paix avec votre Parisian French. Hein? Vous avez été obligés de parler notre français à nous autres. Et ils n'aiment pas trop ça, quand on leur met ça sur le nez. Parce que, alors donc, ce qui est arrivé, donc, c'était que, pourquoi? Après, donc, l'obligation de parler français, de parler, d'écrire en français. Les curés, évidemment, le clergé, évidemment, l'introduit, l'imposait en même temps que le latin, en même temps que le grec, et ainsi de suite. C'est comme ça que, petit à petit, nous avons commencé à parler français. Le français, les deux mesures. D'abord, la location dans le Saint-Laurent, qui est un endroit, une zone isolée. Ensuite de ça, première mesure. Deuxième mesure, le cadastre imposé. Ça veut dire que tu as un titre sûr sur le territoire qui t'est donné. Tu es certain qu'on ne peut pas te mettre à la porte, puis que tu es chez vous. Alors, la deuxième chose, le cadastre. La troisième chose, la langue française. Richelieu savait qu'il jetait dans le Saint-Laurent les fondements d'un État. Il le savait. Parce que Richelieu a le sens d'État. Assez malin, l'animal. Il était pris à ce moment-là. Il était pris pour la Bourgogne. Hein, parce que la Marie-Thérèse d'Autriche, qui utilisait le Danube, pénétrant en France de l'Est, Marie-Thérèse d'Autriche avait décidé que la Bourgogne, l'Alsace, la Lorraine, ça appartenait à l'Autriche, vous savez. Et puis que M. de Richelieu, alors qu'il recule, mais Richelieu était malin. Richelieu savait que dans le Nord, Gustave Adolphe, le Suédois,
était aux prises avec les Allemands, puis qui était aux prises avec les Autrichiens, et que le Suédois avait besoin d'argent. Le protestant suédois, qui lui a donné l'argent dont il avait besoin pour s'attaquer aux Autrichiens à l'Est, nul autre que le très catholique cardinal Richelieu. Pour se faire renvoyer à la très catholique Marie-Thérèse d'Autriche. La politique d'abord, la religion après. Attaquer de front, attaque de dos. Hein? Ben oui. Alors, lorsque Gustave Adolphe s'est rentré, en fin de compte, il a capturé Olmütz, hein, qui était un centre d'une table tournante le long du Danube, là. Et lorsqu'il est arrivé là, l'Autrichienne est obligée de retirer, s'est dépêchée de retirer tous ses effectifs en Bourgogne pour aller se battre contre le Suédois. Richelieu en a profité, on a rentré tranquillement, on a consolidé la position en Bourgogne, on a organisé la défense de Bourgogne. C'est ça le jeu. Mais Richelieu le savait, ça. Comme il savait aussi, il s'était renseigné sur le Saint-Laurent, puis il savait exactement que la France ne tiendrait pas, et que la seule chose à faire, c'était de créer des conditions telles que les colons, majorité de Normandie, puis je vais vous dire quelle différence ça fait, étaient pour s'installer, et puis qu'avec les bases de la langue française, le cadastre, ainsi de suite, et puis la géographie, puis les circonstances à part de ça qui entouraient la colonisation d'Amérique, les colons pourraient tirer leur épingle du jeu, et c'est ce qui est arrivé. C'est ça, le géopolitique, c'est voir 100 ans, 200 ans d'avance avant que ça éclate, hein, de manière que ça va arriver. Et Richelieu l'a vu, ça. Alors, donc, en partant, qu'est-ce que c'est qui arrive? Regardez le territoire du Québec. 95% du territoire du Québec, le nord, là, des roches précambriennes presque inhabitables. Le sud des Appalaches, obstacle majeur avec les États-Unis. Pourquoi obstacle majeur? Parce que les Appalaches québécoises ont subi une glaciation du Quaternaire. Les sols ont été marqués par les glaciations du Quaternaire. En plus de ça, la saison végétative dans les Appalaches québécoises ne dure qu'à peu près 130-140 jours. Allez au sud, aux États-Unis, comparez l'entrée du Saint-Laurent, qui est fermée 8 mois par année. Le golfe du Saint-Laurent est une des mers les plus dangereuses au monde à la navigation, de loin. La preuve, c'est simple. Il y a 4000 épaves dans le fond du golfe, dont 2 flottes de guerre anglaises au complet. Ils sont entrés. Puis vous voyez ici, là, comment les chenaux sont montrés, là. Vous savez, là. Vous entrez dans le golfe avec un bateau, vous n'allez pas piloter votre bateau, ça vous prend un pilote. Un pilote expérimenté, autrement on n'est pas responsable de ce qui va vous arriver. C'est pas seulement l'arrivée puis connaître le chenal, hein, c'est qu'il faut connaître aussi la force des courants, la force des tempêtes. Il faut savoir exactement à quel moment on va avancer et à quel moment on va arrêter. On n'ira pas plus loin que ça. C'est tout un calcul. Et les pilotes du Saint-Laurent, qui sont des descendants des premiers Bretons, qui sont devenus experts en navigation dans le Saint-Laurent, les pilotes du Saint-Laurent vont prendre n'importe quel bateau et vont l'amener. Lorsqu'il était question d'amener le gros Queen Mary 2, c'est ça? L'immense bateau, 176 000 tonnes, quelque chose comme ça. Il a fallu s'y prendre 2 mois d'avance.